Bonjour à tous. Pour rappel, le sujet de la réunion d'aujourd'hui, c'est donc la gestion des risques incendies et intempéries en phase chantier sur des chantiers biosourcés. Donc pour nous apporter des éclairages sur ce sujet-là, on a trois intervenants. Élodie Legoas de BTP Consultant, Pierre Milon de la PAV et Émeric Prigent donc de Stramen Ingénierie, qui vont nous parler de ces sujets-là. Euh, je vais vous laisser vous présenter rapidement tous les trois, que tout le monde puisse avoir une idée de ce que vous faites précisément. Élodie, je te laisse commencer. Oui, donc bonjour à tous, je suis Élodie Legoast, je suis responsable de mission de contrôle technique. Je suis ingénieure généraliste dans le bâtiment avec une particularité, une spécificité sur tout ce qui est construction bois, biosourcé, géosourcé. Merci Élodie. Pierre, je te laisse prendre la suite. Oui, bonjour. Donc Pierre Milon, ingénieur biosourcé à la PAV, et je suis donc contrôleur technique aussi et référent matériaux biosourcés pour le nord-ouest de la France. Merci Pierre et donc Émeric. Et moi, du coup, je suis pas contrôleur technique. Je suis ingénieur, plutôt bureau d'études, assistance à maîtrise d'ouvrage ou BET interne en maîtrise d'œuvre, spécialisé façade biosourcée, on peut dire ça. Enfin, d'après mon assureur, je suis BET façade. Voilà, donc, je m'occupe de tout ce qui se passe à l'intérieur d'une paroi extérieure, au niveau thermique, hydrique, feu, acoustique, etc. Élodie, je te laisse partager le support de présentation et commencer. Donc, on va commencer par la gestion des intempéries et on ira après sur la partie incendie. Donc effectivement, on est réunis aujourd'hui pour évoquer la gestion des risques incendies et intempéries en phase chantier, plus particulièrement sur les projets en biosourcé. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'un risque? Effectivement, il faut commencer par là. Un risque, c'est le produit d'un aléa et d'un enjeu. Donc l'aléa, dans notre cas, on va parler plus spécifiquement des intempéries, de l'humidité, voire de l'incendie, des accidents qui peuvent survenir. Et les enjeux, on va plus particulièrement s'intéresser aux biens susceptibles de subir des dommages et des préjudices liés à ces différents aléas. Il faut savoir qu'un risque s'aggrave dès qu'on est plus vulnérable vis-à-vis de certains aléas. Donc effectivement, hein, la vulnérabilité dépend des éléments qui sont exposés aux différents aléas naturels, de leur capacité à résister face à un événement et de leur capacité à récupérer un fonctionnement normal suite aux conséquences d'un événement non souhaité. Donc en l'occurrence, tout ce qui est construction biosourcée, bois, géosourcé, forcément est plus susceptible de subir et d'être plus vulnérable vis-à-vis de l'humidité et des intempéries ou vis-à-vis d'un incendie. Et donc, c'est pour ça qu'on va s'attacher aujourd'hui à développer ces différents sujets pour maîtriser au mieux ces différents risques. Donc, on va démarrer avec le risque intempérie, lié à tout ce qui est plutôt humidité. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que les matériaux biosourcés sont des matériaux qu'on dit hygroscopiques, c'est-à-dire qu'ils ont la capacité d'emmagasiner et de restituer l'humidité en fonction de l'atmosphère dans laquelle ils se trouvent. Cette gestion du variation de l'humidité, on dit souvent que ça apporte une certaine qualité de l'air, que les bâtiments construits en matériaux biosourcés, géosourcés sont très agréables à vivre. Et c'est lié justement à cette capacité à absorber cette humidité et à la restituer au bon moment pour le confort des occupants. Je vais peut-être laisser Émeric compléter ce propos en précisant notamment le sujet de la perspirance. Ouais. Oui, c'est vrai que la perspirance, là, ce qui vous est illustré, c'est des matériaux plutôt à base de bois, où en effet, on pourrait dire qu'on va de 1 à 20, mais on peut dire sinon, dans les biosourcés découpés en 3 familles, on pourrait dire que les isolants fibreux, que ce soit du chanvre, de la paille, de la laine de bois, globalement, on est compris entre 1 et 2. Si on inclut même les fibres de bois semi-rigides, qui peuvent aller jusqu'à 5 éventuellement. Donc là, on est sur des éléments qui sont très ouverts à la diffusion de vapeur. Euh, Ensuite, on va avoir plutôt les éléments bois massifs eux-mêmes qui vont être aux alentours des 20, 30 maximum. Le liège aussi dans ces eaux-là.
Et après, on va changer encore de catégorie pour tout ce qui va être panneaux à base de bois avec des cols dedans, où à part quelques exceptions, on va avoir des valeurs très élevées, plutôt de l'ordre de 100 à 200. Et du coup, dans la gestion de l'hygrométrie, c'est important de les ordonnancer dans le bon ordre et de faire attention à quel matériau on met où. Donc si on poursuit en évoquant les différents risques liés à l'humidité, eh bien, on se rend compte qu'effectivement, l'eau et l'air ambiant peuvent augmenter l'humidité du bois et engendrer un certain nombre de pathologies. Le plus courant, c'est l'effet esthétique. Si effectivement on souhaite mettre en œuvre des matériaux bois et que ceux-ci restent apparents à terme dans le projet, eh bien, il faut se méfier des différentes coulures ou des décolorations qu'on peut voir apparaître au fur et à mesure du chantier. Donc ça reste un effet esthétique et rien de structurel, mais malgré tout, en fonction du projet et de sa finalité, on peut avoir des problématiques liées aux matériaux bois laissés exposés à l'humidité en phase chantier. Fréquemment, on retrouve effectivement plus particulièrement des problématiques liées au retrait et au gonflement du bois. Forcément, de par son hygroscopie, le bois va avoir des dimensions qui vont varier au fur et à mesure du chantier. Et si on n'a pas pris en compte ces retraits et gonflements du bois dans le cadre des assemblages, des fixations, on peut se retrouver avec des problématiques d'ordre structurel. Et donc, il faut vraiment intégrer ça au stade de la conception pour ne pas se retrouver avec des problématiques à gérer en phase chantier, fin de chantier. Et enfin, heureusement, ça reste assez rare, une humidité extrême en phase chantier qui pourrait entraîner un développement fongique. C'est vrai qu'une humidité extrême, on va surtout se retrouver avec ce risque-là lorsque le bâtiment est livré, par exemple, et qu'on a une fuite en toiture ou une fuite dans une salle d'eau, par exemple, une douche qui fuirait, dont on ne se rend pas compte assez tôt. Et donc, on a des matériaux biosourcés qui se gorgent d'humidité. Et avec les conditions en fait de chaleur, etc., on peut voir un développement fongique se déclarer. Mais en phase chantier, finalement, c'est heureusement assez rare. Mais malgré tout, il ne faut pas négliger cette problématique qui peut apparaître. On en parlera un peu plus tard. Donc, ce qu'on peut retenir sur les risques liés à l'humidité, c'est que le bois, effectivement, il peut être exposé temporairement aux intempéries. Il faut maîtriser cette humidité. Il faut s'assurer que le bois puisse sécher naturellement s'il a été humidifié de manière prolongée. Et il faut retenir principalement que l'humidité, c'est un vrai problème lorsqu'elle est prolongée, maintenue et pas traitée. Donc, il ne faut pas s'alerter dès le début, dès qu'on voit un peu de pluie s'abattre sur notre projet, mais il faut observer, contrôler et s'assurer que tout ça sèche correctement. Donc, en phase chantier, les conditions de température et d'hygrométrie ont fait l'objet de nombreuses analyses et on retrouve notamment un guide qui est paru en avril 2020, qui est le guide du milieu qui s'appelle Construction de bois et gestion de l'humidité en phase chantier. Ce guide fait plus de 100 pages et donc il récapitule vraiment très bien la problématique, les différents risques, comment gérer le phénomène, comment protéger les ouvrages lors des différentes phases. Donc, il faut vraiment s'appuyer sur ce guide pour anticiper la programmation d'un projet, également compléter un CCTP, apporter les éléments de réponse adéquats face à ce risque humidité-là. Et il faut s'appuyer dessus tout au long de la phase chantier, puisqu'il y a plein de conseils qui sont donnés. Et on retrouve également un document intéressant qui a été publié par l'AQC, qui s'appelle Construction bois, bonne pratique, où là encore, on nous donne des exemples pour qu'un chantier se déroule au mieux entre les différents intervenants. Donc, comme je le disais plus ou moins, l'humidité en phase chantier, ça se gère dès la phase programmation et conception du projet. Donc, il faut vraiment anticiper un projet de construction de bois biosourcé. Il faut bien entendu définir un planning qui est en adéquation avec le projet dont il est question. C'est-à-dire qu'il faut tenir compte des périodes d'intempéries pour éventuellement caler au mieux la réalisation de l'ossature bois ou la réalisation d'un projet en bauge. On va évidemment éviter toutes les
l'hiver, les périodes très humides pour gérer et réaliser ces travaux. À défaut de pouvoir réaliser les travaux dans un planning favorable, je pense notamment à des retards travaux qu'on subit en fait pour différentes raisons. On se retrouve finalement à devoir intervenir dans les mauvaises périodes finalement avec nos matériaux sensibles à l'humidité. Donc il faudra veiller à bien ventiler provisoirement le chantier puisque ce sera indispensable pour assurer un séchage continu des bois, notamment quand on travaille en filière humide. Il faut évidemment anticiper et prévenir chaque acteur intervenant sur le chantier que tout le monde a un rôle à jouer dans la gestion de l'humidité dans ce type de projet, que ce soit le charpentier, bien évidemment, le plaquiste, l'électricien, enfin, tout le monde a un vrai rôle à jouer. Et donc, on a un document qui s'intitule « Intervenir sur un chantier en bois » qui permet d'alerter chaque interlocuteur, chaque intervenant d'un projet sur le rôle qu'il a à jouer pour garantir la pleine réussite de notre projet. Évidemment, la protection de l'humidité d'un chantier biosourcé, ça a un coût, il faut le prendre en compte. Donc, tout ce qui est protection par bâche, protection provisoire, etc., il faut évidemment l'intégrer et que chaque acteur puisse en prendre la mesure. Une fois qu'on a anticipé, on rentre dans le cœur du sujet et donc on va prévenir l'humidification de nos matériaux. Donc pendant le transport, évidemment, on va s'assurer que tous nos éléments préfabriqués, tous nos bois sont protégés au mieux. Pendant le stockage également, on va éviter de stocker nos éléments de bois biosourcés en contact avec le sol et on va bien évidemment palettiser tout ça. Et pendant la mise en œuvre jusqu'au clos couvert, on va être très vigilant aux différents points qui sont détaillés sur le petit schéma en bas à gauche. Donc, c'est les points sensibles, les points singuliers qui peuvent potentiellement retenir l'eau en phase chantier. Donc, évidemment, hein, toutes les tranches, toutes les coupes des poteaux en bois, des poutres, les différentes jonctions entre éléments de plancher, les jonctions entre murs et plancher, c'est là où l'eau va vouloir stagner, s'infiltrer. Et donc, on va être vigilant à protéger ces zones en particulier. Et si possible, pourquoi pas prévoir un parapluie complet au-dessus de notre ouvrage. Ça, ce serait l'idéal. Mais pour le moment, on n'en voit encore pas tant que ça. Donc, on peut voir sur ces petites photos différentes protections. Donc, on voit qu'au niveau des acrotères, sur la photo en bas à gauche, on a protégé la tête des murs préfa en bois pour éviter les infiltrations d'eau. On a notre plancher bois qui recevra certainement une étanchéité qui est protégée aussi sur sa totalité. La photo du milieu, on voit bien que là, notre projet a été protégé au mieux avec des pare-pluies et autres pour éviter la stagnation d'eau. Et puis, bon, j'ai mis une petite photo, là, c'est un projet emblématique à Nantes, là, sur l'île de Nantes pour la Poste, un projet qui a pris un peu de retard et qui, visiblement, a nécessité la mise en œuvre de protections supplémentaires qui n'avaient pas forcément été envisagées avant, du fait du retard pris par le façadier pour la mise hors d'eau, hors d'air du projet. Je vais laisser Aymeric détailler plus particulièrement la prévention de la gestion de l'humidité en phase chantier. Bon, ça, c'est un exemple du coup de ce qui peut se passer. Là, vous êtes sur une tête de mur ossature bois avec un chenot qui est posé dessus. Et en fait, en phase chantier, on a eu on va dire une incompréhension, sans rentrer trop dans tous les détails, mais le charpentier faisait le pare-pluie et c'est un couvreur qui posait le chenot. Et en fait, le couvreur a dit, bah, moi, je peux pas poser. Enfin, justement, il l'a pas dit. Ça, le problème, c'est pour poser son chenot, il n'a pas le droit de le poser sur un pare-pluie pour des raisons de compatibilité avec le zinc. Et au lieu de signaler le problème en disant, on pourra peut-être trouver une solution, lui, il a enlevé le pare-pluie pour poser son chenot. Et évidemment, vu qu'il pleut jamais, bah, on a eu des infiltrations d'eau. Et donc là, c'est la vision en caméra thermique que vous avez depuis en dessous, ce qu'on voit à gauche, donc avec la jonction là que je vous ai symbolisé avec le trait bleu là entre la partie haute qui est la toiture et la partie basse qui est le mur. Et on voit bien à la caméra thermique des traces, des langues qui représentent des coulures. Si on peut afficher du coup les photos suivantes. Voilà ce que ça donne à l'intérieur.
Donc, vous voyez, on a de l'eau qui a coulé. Et donc, alors, moisissure de la paille, c'est assez impressionnant. Mais finalement, d'un point de vue durabilité, c'est pas le pire. Parce que de la paille qui moisit, bon, au pire, elle est moins isolante. Par contre, ce qu'on voit sur la photo de droite, c'est que l'excès d'humidité, là, ça a déclenché un pourrissement de la structure. Et donc là, on commence à jouer sur l'aspect durabilité structurelle du bâtiment, donc ça rigole plus du tout. Pour moi, c'est important de montrer ces deux photos-là parce que souvent, on dit bah oui, la paille, ça moisit, etc. Mais en fait, là, vous auriez de la laine de roche. Ok, la laine de roche n'aurait pas moisi par rapport à la paille, ou en tout cas beaucoup moins. Mais par contre, elle n'aurait en aucun cas protégé la structure bois. Donc, ça n'aurait pas réglé le problème fondamental qui est le pourrissement et donc l'affaiblissement structurel du bâtiment. Voilà. Du coup, oui, protection des murs, très important. Donc je me répète un peu, mais effectivement, hein, la prévention passe aussi par l'aération du bâtiment après la réalisation en filière humide. Donc on pense notamment aux enduits de terre qui pourraient être réalisés justement sur des parois bois, des parois paille, pardon, ou la réalisation de chapes humides sur plancher bois, ou la réalisation de murs en béton de chambre. Donc ces différents éléments-là, ces différents modes constructifs nécessitent de prendre le temps de bien aérer le bâtiment, de prendre le temps de faire sécher tout ça. Il faut, voilà, en fonction de l'épaisseur qu'on a, se rendre bien compte qu'on a quand même une quantité d'eau et une épaisseur de matériaux à assécher et que ça se fait pas d'un claquement de doigts. Donc, on peut utiliser des souffleries et des déshumidificateurs si besoin, mais il faut surtout éviter toute source de chaleur. Et on échangeait justement avec Émeric par téléphone sur le sujet hier. Tu avais des précisions à apporter sur la source de chaleur, si tu veux compléter, Oui, effectivement. rapidement, simplement déjà pour dire que, premièrement, c'est inefficace. Chauffer un bâtiment pour l'assécher, ça améliore le séchage très, très faiblement. Et ça crée deux risques. Le premier risque, ça peut être un risque incendie parce que ça dépend d'où vient la source de chaleur, mais créer des points chauds dans des endroits où il y a beaucoup de matériaux biosourcés, c'est pas forcément dénué de risque. Et ensuite, c'est que ça crée un autre risque, c'est que avoir de l'humidité avec de la chaleur, ça crée un risque fongique. Du coup, pour pallier un risque mal, on en crée deux autres. Donc, c'est pas du tout indiqué de chauffer des bâtiments pour les faire sécher. Et je rajouterais que soufflerie, on parle bien de soufflerie indépendante et non pas de la VMC du bâtiment. Si vous asséchez le bâtiment avec sa VMC, alors déjà, c'est pas très efficace parce que les débits sont faibles et en plus, vous encrassez complètement les conduits. C'est tout. Et donc, un autre aspect que j'ai résumé ici avec une phrase, mais qui a toute son importance et dont on a vu un peu l'apparition, enfin, du moins, on s'est penché sur le sujet depuis 3-4 ans environ, là, c'est la prise en compte de l'inversion du flux de vapeur dans les parois. Donc effectivement, hein, j'ai représenté enfin j'ai pris un schéma d'une paroi en ossature bois là sur la droite. Donc en phase finale, en phase d'exploitation, on imagine bien le fonctionnement d'une paroi bois. Donc on a effectivement notre ambiance chaude à l'intérieur, notre doublage, notre pare-vapeur qui effectivement est fermé à diffusion de la vapeur d'eau et qui évite effectivement que l'humidité ne pénètre dans l'épaisseur de notre paroi. Et puis, plus on va vers l'extérieur, plus effectivement on a des matériaux qui sont ouverts normalement au passage de la vapeur d'eau. Et donc, on a un pare-pluie très ouvert pour effectivement, en cas d'humidité qui rentre à l'intérieur de notre paroi, on a effectivement notre humidité qui va vers l'extérieur et qui est évacuée vers l'extérieur. Donc ça, c'est le fonctionnement en phase finale, en phase d'exploitation. Mais on peut se retrouver en phase chantier avec des phénomènes assez spécifiques où on observe une inversion du flux de vapeur d'eau, ce qui fait qu'on a de l'humidité finalement qui rentre depuis l'extérieur dans notre épaisseur de mur. Et sauf que cette humidité-là est bloquée par par vapeur. Donc, encore une fois, je vais laisser Émeric détailler plus spécifiquement ce phénomène. Est-ce que tu veux que je mette les photos qui suivent directement? T'as pas ton micro, Émeric, on Pardon, t'entend pas. oui, je disais oui, tu peux mettre. Pardon. Voilà. Alors, c'est pas exactement le phénomène d'inversion qu'on vient de voir là, mais c'est un autre phénomène d'humidité qu'on peut avoir dans les parois bois. Alors, ce chantier peut paraître caricatural, mais je l'ai utilisé parce qu'il est surtout très explicite. Et après, je vous dirai
en quoi est-ce que ça peut être plus large. Donc là, on a des murs ossature bois, isolés en paille, qui sont prévus pour être enduits, et donc avec une protection provisoire de chantier extérieur. Et donc qui a été faite avec un polyane. Comme il est transparent, du coup, c'est quand même très très parlant. C'est pour ça que j'ai pris ces photos-là. En fait, ce qui se passe là, c'est que vous avez des parties courantes qui sont exposées au soleil. Donc, ce qui est troublant, c'est qu'on va avoir un désordre lié à l'eau en plein été, quand il fait chaud et qu'il n'a pas plu depuis un mois. Donc, c'est assez perturbant, surprenant plutôt. Et ce qui se passe, c'est donc voilà, la partie courante, elle est exposée au rayonnement solaire, donc elle a une forte élévation de température. La particularité des matériaux biosourcés, c'est que, comme on a vu tout à l'heure, ils sont hygroscopiques, donc ils ont une certaine quantité d'humidité interne, mais si vous élevez la température, bah, ça va faire évaporer une partie de cette humidité qui était intégrée dans les fibres des matériaux biosourcés. Donc ça va s'évaporer, ça va les assécher, très bien, mais cet air chaud avec de l'humidité à l'intérieur, l'air chaud, ça a tendance à monter. Alors, c'est assez lent comme phénomène, mais tout de même. Donc, c'est des éléments fibreux. Les éléments fibreux ne s'opposent pas à des passages d'air à l'intérieur. Donc, petit à petit, cet air chaud va s'élever à l'intérieur et il va arriver en partie haute qui est ombrée. Et pourtant, là, vous voyez qu'on a un débord de toit qui est très, très faible. Et pourtant, on a quand même une partie haute qui est ombrée. Et du coup, ici, il fait beaucoup plus froid. Il faut se rendre compte un peu des deltas de température, mais là, on est sur un polyane, donc on dit ah oui, polyane, ça respire pas, c'est transparent, voilà. Mais si vous aviez un pare-pluie, le pare-pluie, ok, c'est plus perspirant, mais un pare-pluie, c'est noir. Donc on a des élévations de température qui sont encore beaucoup plus élevées. Vous pouvez très bien avoir une température de surface de l'ordre de 70 à 80 degrés en partie courante, alors que à l'ombre, certes, il fait chaud, mais il fait que 35. Donc vous avez un delta de température qui est énorme entre les deux. Et voilà le résultat. Et ce que vous voyez à droite là, ça c'est 15 jours après la pause. Donc on voit, alors oui, déjà il y a des gouttelettes, bon ça on pourrait les voir au bout d'un jour, les gouttelettes, mais vous voyez que la paille est noircie derrière. Et ce qu'on voit aussi, c'est que l'humidimètre, là lui il est enfoncé vraiment en profondeur, là, une trentaine de centimètres, et qu'à 30 cm de profondeur, on est bien à 50% d'humidité. Donc vous voyez que assez rapidement, on va avoir ce phénomène-là. Et donc, je vous disais, ça c'est un cas où on a des enduits sur paille extérieure, c'est peut-être pas le cas de vos projets, mais sur des projets ossature bois, même avec d'autres types d'isolants biosourcés, que ce soit de la laine de bois ou de la ouate ou autre, si vous avez vos panneaux extérieurs avec votre pare-pluie extérieur, en fait, ce phénomène-là, vous allez l'avoir dans les mêmes proportions. C'est-à-dire que vous allez avoir une forte élévation de température, du coup, cette évaporation, etc. La même chose, simplement, vous ne le verrez pas parce que c'est derrière des panneaux. Mais si vous ouvrez, derrière, vous pouvez avoir exactement la même chose. Donc, la façon de résoudre ça, c'est éventuellement d'avoir des pare-pluies clairs, voire réfléchissants, ça existe, mais bon, déjà des pare-pluies clairs, ça aiderait. Sachant qu'aujourd'hui, ce n'est pas du tout un argument dans les commerciales chez les fabricants. Et deuxièmement, ce serait de très rapidement mettre les bardages. Parce que dès que vous avez un bardage lame d'air ventilé, bah, finalement, on a une homogénéisation de la température haute et basse de la façade. On n'a plus du tout ce phénomène de gradient de température énorme entre le haut et le bas du mur. Voilà. Donc, comme on a vu avec Émeric, c'est important de contrôler l'humidité en phase chantier. Il faut maîtriser le taux d'humidité du bois et des matériaux biosourcés et durant la vie du bâtiment si possible. Mais en tout cas, en phase chantier, il faut demander aux entreprises, dans le cadre de leur plan d'assurance qualité, de faire des mesures régulières de l'humidité à l'intérieur de leurs parois. Il faut maintenir effectivement une humidité constante. Il est aussi possible d'instrumenter des murs pour comprendre les transferts de vapeur. Je sais que ça a été réalisé notamment dans le cadre du village des Jeux olympiques avec des capteurs d'humidité, etc., qui permettront certainement d'avoir un retour d'expérience aussi un peu plus précis sur la phase chantier, la phase transitoire là qu'on maîtrise mais qu'on aimerait connaître davantage.
Donc, pour contrôler l'humidité, hein, effectivement, on s'appuie sur, on utilise un humidimètre à pointe pour les éléments massifs et les parois. Pour les panneaux à base de bois, c'est un peu plus compliqué de contrôler leur humidité et on va surtout vérifier la variation de leur épaisseur. Si effectivement un panneau à base de bois a fortement gonflé, bah, on s'imagine bien qu'il s'est gorgé d'humidité et quid du maintien de ces caractéristiques structurelles. Euh, voilà, je vous ai présenté ce que je voulais vous dire sur tout ce qui est l'humidité, le risque humidité en phase chantier. Donc, on a eu l'occasion effectivement sur différents projets de faire appel à nos connaissances, notamment dans le cadre des des villages, du village des Jeux Olympiques, mais aussi sur le lycée d'Esnay. Donc, on a eu des petits retours d'expérience sur des parois en paille, pas spécifiquement sur le lycée, mais plus particulièrement sur les logements de fonction, qui ont posé quelques sujets un peu plus délicats à traiter euh, au niveau de l'humidité des parois. Et puis, je vais pouvoir mettre en application toutes ces connaissances là, sur sur trois autres projets, hein, le LIFSI de Saint-Nazaire, le lycée Les Bourdonnières avec l'extension et la réfection des façades du bâtiment F, et puis à Indre avec le restaurant scolaire qui est prévu d'être réalisé en paille et enduit. Donc, Aymeric, effectivement, ton intervention va bien pouvoir m'aider puisque l'ambition de ce projet, c'est vraiment de réaliser un enduit sur des murs en paille. Donc, voilà, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Donc moi, je vais compléter Élodie sur la partie risque incendie. Je vous laisse changer les diapos. Je ne sais pas qu'est-ce qui change. C'est toi, Aurélie? C'est moi, c'est Elodie. Ok, bah, je te dis quand il faut changer. Bon, j'ai des photos, mais l'idée, c'est pas de rentrer sur les. J'ai notamment après un retour d'expérience, mais c'est pas de rentrer sur les causes, c'était la faute de qui, etc. L'idée, c'est de montrer surtout ce qui ne marche pas et qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là. Donc, la lutte contre l'incendie, contre le risque d'incendie, déjà, c'est avant tout des mesures techniques et organisationnelles visant à supprimer tout départ de feu et limiter sa propagation. C'est important d'avoir ces deux notions. On essaye à la fois de limiter le départ et on essaye également de limiter les effets d'un potentiel incendie et sa propagation à d'autres bâtiments. Là, sur les visuels, typiquement, la photo 1, c'est des. Donc, on remarque qu'on est en projet d'étanchéité avec des acrotères en mur ossature bois avec le pare-pluie. Hein, c'est le pare-pluie qu'on voit en noir. C'est un risque que je voulais mettre en avant parce qu'on le retrouve beaucoup à des échelles assez limitées, hein, parce que souvent, ça se limite à le pare-pluie à brûler sur les premiers centimètres autour des acrotères quand l'étancheur est passé et on refait passer le charpentier pour qu'il fasse ses raccords de pare-pluie. Néanmoins, certaines fois, avec des inattentions plus importantes, on a des conséquences plus dramatiques avec des réels départs de feu lors de ces phases-là d'intervention de l'eau secondaire, enfin de l'eau hors biosourcés bois qui sont moins sensibilisés à ces risques incendies et qui, eux, ont l'habitude de travailler avec des points chauds, où là, on a des départs de feu sur les ouvrages. La deuxième photo, alors cette photo, elle est de base, elle est surtout, je crois, illustrée pour le stockage de la paille et notamment quand la paille a pris l'eau, vider les murs. Là, on remarque bien, typiquement, on peut partir sur l'hypothèse que la paille a pris l'eau dans les murs ossature bois. Les charpentiers savent qu'il faut qu'elle soit remplacée parce qu'on vient de le voir, on ne peut pas la faire sécher. Et ben, ils enlèvent toute la paille des murs, ils la stockent à proximité du chantier. Mais là, on crée une atmosphère qui est très, très défavorable avec, là, bon, on l'imagine bien, juste un mégot ou une étincelle, un courant électrique peut embraser le chantier. On cite souvent la paille d'ailleurs comme un matériau inflammable. Alors, la paille est inflammable quand elle est stockée en vrac ou sur champ, mais l'avantage de la botte de paille, c'est justement qu'on a très peu d'oxygène et donc un matériau qui résiste bien à l'incendie une fois qu'il est mis en œuvre. Donc là, c'est des choses des points de vigilance sur les opérations de nettoyage de chantier, notamment quand on intervient en paille, parce que c'est là où on a les principaux déchets, notamment dans la découpe des bottes, etc., avec un nettoyage assidu du chantier.
Bon, Élodie, je te laisse passer. Donc là, c'est un retour d'expérience, mais Aymeric pourra l'évoquer parce que je crois qu'il suit l'opération. C'est l'école de Montfermeil on a entendu pas mal parler parce qu'il y a eu pas mal de lobbying derrière sur les biosourcés. Au-delà de l'enquête judiciaire en cours et des causes, ce qui est bien sur ce retour d'expérience, c'est qu'on voit concrètement les conséquences de cet incendie qui est sur une école en paille, en caisson de bois rempli de paille. On voit le détail en bas à gauche de la paroi qui s'est produit en face chantier. Donc là, on a des conséquences qu'on voit notamment à droite, avec le fort rayonnement et les dégradations des façades et des véhicules. Voilà, on a un chantier qui est isolé, mais en fait, on se rend compte qu'on a des conséquences en cas d'incendie sur les ouvrages qui sont de l'autre côté de la rue, des fois même un peu plus loin avec ces lancards à côté du camion de pompiers en bas, avec plusieurs de bouteilles de gaz projetées hors du site. On peut imaginer avec des conséquences plus loin, pas avec de la propagation d'incendie, mais plutôt de la chute d'objets et du vol d'objets. Des moyens de secours aussi qui sont importants. Ils l'ont pas évoqué sur l'image, mais il y a eu une très grosse mobilisation d'engins sur cette opération pour venir à bout de cet incendie et également des moyens. Il y a une importance aussi sur les moyens d'extinction mis à disposition, notamment en phase chantier. Moi, j'ai remis des petits messages parce que je pense que c'est les messages à faire passer aujourd'hui, de prévoir des zones de stockage précises. Notamment, on voit pour les bouteilles de gaz, est-ce qu'on sait que le gaz en lui-même, les bouteilles de gaz sont un risque en eux-mêmes. La paille en phase chantier, ça peut être un autre risque. Bon, on va peut-être pas stocker les deux côte à côte. Mais ça, c'est des choses assez cohérentes, par exemple, dans l'industrie, avec des zones de stockage des matières dangereuses îlotées par rapport au risque et qu'on ne fait pas forcément sur les chantiers. L'identification des phases critiques, ça, c'est aussi important. On l'a vu juste avant avec des moments où c'est plus critique. Quand l'étancheur intervient, c'est plus critique. Quand on a un chantier qui n'est pas complètement clos avec tous les vents qui traversent et qui, du coup, avec un apport d'oxygène très important, on a le développement d'incendie. La formation des entreprises, alors, chez Ecobat, on le voit bien, la formation des entreprises de la filière, c'est quelque chose qui est d'actualité. Je pense que tous les professionnels se forment à l'emploi des matériaux. Par contre, il y a des acteurs qui ne se forment pas, ou moins, parce qu'ils se sentent moins sensibilisés à ces choses-là. Les plombiers, les électriciens, les couvreurs qui interviennent pas en biosourcé, ils n'ont pas forcément ces points de vigilance sur ces thématiques chantier avec ces risques et ils ont l'habitude aussi, pour certains, du tout béton avec des structures qui ne brûlent pas, avec des travaux possibles en point chaud à proximité des ouvrages et sans aucun risque. La mise en place de moyens de secours en phase chantier, ça, c'est des choses qui sont beaucoup plus demandées par les autorités avec qu'est-ce que vous prévoyez en phase chantier en termes de défense incendie, notamment dans des ZAC où les aménagements urbains se font après coup et qu'on n'a pas encore les réseaux de poteaux incendie ou autres. Qu'est-ce qui est prévu en phase chantier? Également, un dernier point qui est assez qui est assez banal, mais je crois que sur Montfermeil, ça a aussi toute sa place, c'est que la sécurisation des chantiers est quand même quelque chose d'important, notamment pour prévenir tous ces départs de feu qui peuvent être des actes malveillants aussi, notamment le week-end. En termes de prévention, alors là, j'ai plusieurs exemples. C'est des choses plus ou moins complexes à mettre en œuvre, mais je pense que toutes les idées sont bonnes à prendre et après vous vous adapterez en fonction des typologies de projets. On a pour la prévention, on a différentes choses qui existent, notamment là, ce qu'on voit sur la photo en bas, c'est un système de détection incendie en phase chantier, qui peut être mis en œuvre sur certains projets quand on sait qu'on a des risques induits. Là, on a une alerte immédiate en cas de risque. Après, on peut aussi imaginer des blocs autonomes comme ce qu'on a dans nos logements sur certains chantiers. Alors la mise en œuvre d'extincteurs, c'est quelque chose qui est assez fréquent sur les chantiers, mais souvent l'extincteur, il est soit posé avec les affaires sous les manteaux, soit dans le camion et on ira le chercher en cas de besoin.
C'est intéressant aussi sur certains chantiers de mettre en place ces instruments à disposition, bien en vue, qui soient identifiés et même si on s'en sert pas forcément, ça permet de rappeler que le risque est présent et voilà, les compagnons le voient, c'est visible et ils savent que c'est un risque qui peut arriver. Favoriser l'évacuation des personnes et l'intervention des secours, c'est la dernière phase. Ça aussi, c'est important de laisser les accès libres pour les secours et de prévoir aussi l'évacuation. J'ai encore vu passer, alors je sais pas, je crois que c'était aux infos, une vidéo d'un incendie sur un chantier avec l'évacuation de quelqu'un, par grue, parce que, il était coincé sur sa toiture tout seul là-haut. C'est des choses aussi à prendre en compte sur certaines opérations peut-être un peu plus complexes, en termes d'accès. Après, ouais, tu peux passer Elodie. C'est, une solution, très simple, mais que je trouve importante de rappeler parce que c'est assez courant dans l'industrie, c'est assez courant aussi dans les ERP. C'est obligatoire seulement dans les installations classées pour la protection de l'environnement et les immeubles de grande hauteur. Mais ça concrètement, c'est quelque chose qui ne coûte rien, un petit peu de temps, mais pas plus. Le permis feu. Alors c'est un document, mis en place sur le chantier. Ça peut être, sur une période plus ou moins longue et pour, toutes les entreprises ou que certains lots et qui permet en fait, c'est une autorisation de travailler sur point chaud. On voit les exemples au milieu, ça peut être, de la pose d'étanchéité, du meulage, du soudage, et cetera et au moins ça sensibilise, l'entreprise sur le fait que c'est une phase à risque et par exemple, l'étancheur, il a son permis feu, il sait qu'il a le droit d'utiliser le chalumeau que de 9 heures à midi et de 14 à 17 et il y a des contrôles, fréquents qui peuvent être faits par le SPS ou aussi par d'autres, par l'OPC ou d'autres personnes, que ça soit bien respecté ces horaires-là. Ça évite, ça sensibilise au fait que les travaux sur point chaud, c'est pas, n'importe quand, à n'importe quelle heure et j'ai pas fini, c'est pas grave, je laisse allumer le chalumeau et puis, je reviendrai cet après-midi. Au moins, on a des plages qui sont définies avec une procédure de risque identifiée. Alors dans l'industrie, ça va souvent beaucoup plus loin avec, des contrôles de température, à proximité, quelques heures après et cetera. Mais ça peut il y a pas d'obligation et de projet officiel, donc c'est à chacun d'adapter en fonction des risques qu'il identifie et des phasages. Ça peut aussi être à l'heure. Il y a certains endroits où le permis feu, il est à l'heure et l'entreprise demande heure par heure, la prolongation de l'autorisation. Donc il y a des dispositifs plus ou moins complexes. Là, j'ai rebalayé différents dispositifs complémentaires certains qu'on propose, nous, bureau de contrôle, hein, BTP, consultants ou nous, mais également d'autres systèmes. On a, la surveillance et contrôle des points électriques, ça, c'est déjà des choses qui les entreprises sont beaucoup plus sensibilisées, notamment sur les bungalows de chantier avec le contrôle de la conformité des installations. Il y a aussi de l'accompagnement sur l'identification d'aires de stockage, comment on fait pour savoir où on va stocker quoi et comment. La formation des artisans, au maniement d'extincteurs, aux risques spécifiques, ça peut être aussi des choses évoquées, mais ça, c'est par nous, mais aussi par d'autres personnes. Ça peut être pourquoi le charpentier ne sensibilise pas, tous les autres lots, à un moment précis sur les risques engendrés par la paille et les mesures à prendre, pour l'incendie. L'augmentation de fréquence de passage, bon ça, c'est directement lié à la mission SPS, mais après il y a d'autres dispositifs. Alors, l'installation de sprinklage, souvent ça fait sourire en phase chantier parce que c'est des installations, coûteuses, hein, on est sur, minimum 20 000 €. Mais sur des chantiers, d'importance avec des délais courts voilà, un gros chantier d'envergure, ça peut être des solutions qui se décident sur des zones spécifiques ou sur la totalité afin d'éliminer cet aléa en fait de notre planning. Les dimensionnements des débits d'eau en phase chantier, ça c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, mais je l'évoquais tout à l'heure et c'est aussi demandé par les pompiers d'avoir une défense en phase chantier et voilà, après des extensions d'assurance aussi au cas par cas.
Bon, quelques références, mais je voulais pas rentrer dans le détail. Je voulais quand même aborder le fait qu'on était SPS sur enfin, on est SPS sur le chantier de Notre-Dame, avec des gros enjeux en ce moment sur les risques en phase chantier, notamment incendie, parce que ça n'est pas sans savoir que s'il y a un chantier en France en ce moment qui ne doit pas trop déraper, hormis les JO, il y a aussi celui-là. Donc voilà, on n'hésitera pas à faire des retours d'expérience à ce sujet, et puis après, bon, d'autres références plus ou moins locales. Oui, vous m'entendez? Oui. Oui, c'était concernant les appareils enfin les humidimètres, quoi, les appareils de contrôle de l'humidité. Donc j'en ai vu classiques avec des pointes, et j'en ai aussi vu d'autres qui avaient alors soit une petite boule en métal au bout, ou sinon des sortes d'antennes recourbées. Et donc je me demandais quelle était la différence de fonctionnement entre ces deux types d'appareils. Est-ce qu'on a une mesure équivalente, ou voilà, je sais pas si vous avez des retours là-dessus. Moi, j'ai pas de retour là-dessus. Je sais que ça existe, mais j'ai jamais essayé, donc je n'ai pas de retour. Mais c'est vrai que ça semble intéressant d'éviter d'ouvrir des murs et d'avoir aussi de l'humidité en profondeur. Mais ouais, j'ai pas du tout de retour d'expérience ni sur la fiabilité ni rien. Là, si quelqu'un d'autre a déjà vu ça. Non, moi non plus. Non. Donc c'est plutôt pour mesurer en profondeur, c'est ça? Bah, Et à oui, cœur dans oui. les parois, oui, pour éviter effectivement, il faut contrôler l'humidité et s'assurer qu'elle ne dépasse pas un certain pourcentage sur une trop longue durée, parce que ça pourrait engendrer des pathologies non négligeables dans l'épaisseur de la paroi. Mais voilà, en fonction de ce qu'on veut mesurer, ben, il faut utiliser l'appareil le plus adapté. Et quand on veut mesurer à cœur, moi j'ai toujours vu, oui, l'humidimètre à pointe, ouais. D'accord. Donc l'école de Montfermeil, là, c'est pour vous faire un retour un peu plus intégré au projet, mais déjà par rapport à ce qui a été présenté tout à l'heure, on peut dire que en termes d'aléas, le retour des pompiers de Paris là sur cette opération, c'est de dire que il n'y a pas plus de sinistralité sur les chantiers bois biosourcés que sur les autres, puisque eux ils interviennent sur un incendie de chantier tous les 3 jours. Donc pour eux, un chantier qui brûle, c'est un non-événement. Enfin, c'est tout à fait normal. Enfin, normal, ça fait classique qu'il y ait des chantiers qui brûlent. Par contre, la grosse différence, c'est sur la vulnérabilité, et surtout sur deux aspects. Le premier, c'est la masse combustible mobilisable, qui est beaucoup plus importante que sur des chantiers conventionnels, on va dire. Et donc, ça fait des feux qui sont plus violents et plus longs. Et ça, notamment, c'est ce que disait Pierre tout à l'heure sur le fait que les bâtiments en face, qui étaient à plus de 15 mètres, ont commencé à avoir des élévations de température. Il y a des poubelles et des panneaux publicitaires qui ont brûlé à 15 mètres. Or, toute la réglementation incendie aujourd'hui, elle est basée sur le fait qu'à plus de 8 mètres, vous êtes hors risque. Donc là, ça pose quand même des questions sur l'adaptation de la réglementation incendie quand on a des ouvrages de ce type-là. Et dernier élément, alors qui n'a pas eu lieu sur ce projet-là, mais c'est les feux couvents. Donc un des risques, c'est que quand on a un feu bois surtout, qui soit éteint, il a beau être éteint, il n'y a plus aucun signe et on est passé à la caméra thermique et on voit rien, on n'est pas tout à fait à l'abri que 24 heures, 48 heures après, ce feu, en fait, il est continué à l'intérieur des structures bois et va se redéclencher plus loin, plus tard. Voilà. Et ça, c'est un phénomène qui aujourd'hui est connu, mais qu'on ne maîtrise pas du tout. Euh, et donc, il y a un aspect à avoir là-dessus sur de réflexion, en tout cas, sur les structures bois, et notamment d'avoir des interruptions des structures quand c'est possible. Voilà, c'est des choses comme ça. On en parlera plus en détail tout à l'heure sur d'autres projets. Si on peut quand même préciser aussi toujours sur ce chantier-là, c'est que ils l'ont plus contenu que arrêté l'incendie, puisque tout à l'heure Pierre disait que il y a des éléments d'extinction en face chantier importants à mettre en œuvre sur des projets comme ça. Or là, on était sur un bâtiment en R+1 qui n'est pas classé comme bâtiment à risque de base. Et du coup, au moment du permis, on ne demande rien de spécial en termes de défense incendie.
Or là, ils n'avaient pas les bouches qu'il fallait avec les débits qu'il fallait pour avoir assez d'eau pour éteindre le feu. Donc, ils ont contenu le feu, mais globalement, ils ont plutôt laissé brûler que éteint le feu. C'est pour ça qu'il ne reste plus rien, en fait. Je voulais juste donc, intervenir, Aymeric, je te oui, coupe. ouais, Concernant l'exemple un incendie chantier tous les 3 jours à Paris, ouais, j'ai une anecdote qui est assez parlante. C'est que récemment, on est allé voir le SDIS 44 pour la rénovation de l'église Saint-Clément, centre-ville de Nantes. En fait, la volonté de la mairie, c'est de sécuriser son église pour éviter qu'il y ait des incendies comme la cathédrale ou comme à Notre-Dame. Quand on est allé voir les pompiers pour leur demander, en gros, la volonté de la mairie, c'est de dire on a telle enveloppe budgétaire et on va voir les pompiers, on leur demande ce qu'il faut faire pour sécuriser le projet. Les pompiers nous ont dit pourquoi vous voulez faire des travaux alors qu'on sait que les principaux risques dans les églises, c'est en phase travaux. En gros, ils nous ont dit ça sert à rien de faire des travaux pour améliorer la sécurité incendie, puisque automatiquement vous allez mettre de la vulnérabilité dans le bâtiment en phase chantier. Donc le projet est un peu remis en cause parce que parce qu'en fait, créer des colonnes sèches, ça va juste augmenter le risque sur plusieurs mois plutôt que le gain plus tard. pas mal comme expérience. Ouais. Donc, ouais, pour continuer avec la masse combustible mobilisable, bon, là, c'est une coupe en plan d'exé de l'entreprise, mais c'est pour vous rendre compte un peu de la quantité d'éléments combustibles qu'on a. En façade, donc on a ce qui était prévu, donc c'est de la paille avec une ossature. Si vous voulez, c'est un peu le principe de la technique GREP pour ceux qui connaissent. Donc il y a une ossature externe de chaque côté et la paille à l'intérieur. Alors tout ça recouvert avec des enduits, mais en face chantier, il y avait la majorité des éléments qui n'étaient pas encore recouverts d'enduit. On parlera un petit peu tout à l'heure sur la prévention. Et finalement, vous avez une façade qui a un potentiel de masse combustible mobilisable de l'ordre de 650 mégajoules par mètre carré. Et sans compter le CLT, puisque lui, il n'est pas dans la façade, donc il n'est pas compté, mais ce qui en rajoute en fait de la masse combustible. Pour vous rendre compte un peu des ordres de grandeur, je ne sais pas si tout le monde n'a pas forcément ça en tête, mais je vous ai remis le tableau de ce qui est demandé dans l'arrêté du 31 janvier 86 et dans l'IT 249. Globalement, on considère qu'une façade avec beaucoup de masse combustible mobilisable, c'est au-delà de 80. Et là, nous, on est à 650. Donc, vous voyez que c'est OK, on est au-dessus de 80, mais en fait, on est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ce qui est prévu dans la réglementation. Enfin, ce qui est prévu, ce qui a été globalement testé et anticipé, quoi. Donc, bon, après, les distances à respecter sur le C+D, ça ne changera rien, hein, mais c'est pour vous rendre compte de l'ordre de grandeur, de quoi on parle, parce que ça ne parle pas forcément à tout le monde de se dire 650 mégajoules par mètre carré. En fait, c'est vraiment gigantesque. Et donc, il y a deux conséquences à ça. Le fait qu'on ait des éléments massifs, et notamment ce que disait tout à l'heure Pierre, que de la paille comprimée, ça ne prend pas bien feu. Donc, globalement, le bois massif, la paille compressée, etc., ça retarde un peu la prise au feu. C'est-à-dire que c'est un feu qui va mettre pas mal de temps à s'installer. Mais par contre, une fois qu'il est pris, ça crée des intensités et des quantités de feu beaucoup plus importantes que sur des bâtiments conventionnels. Et donc, notamment, ce qu'on disait tout à l'heure, il y a eu des dommages au tiers à plus de 15 mètres, enfin jusqu'à 15 mètres. Donc ça, c'est aujourd'hui une thématique qui est pas du tout gérée par la réglementation. Et c'est un peu à nous aussi d'y réfléchir sur nos phases chantiers pour notamment avoir des écrans thermiques extérieurs le plus rapidement possible. Donc voilà un peu les solutions qu'on pourrait mettre en œuvre. Alors c'est pour ça que je dis, c'est pas pour stigmatiser ce chantier-là, parce que il y a une bonne partie de ce qui est écrit ici qui était prévu sur le projet et qui n'a pas forcément été respecté pour différentes raisons. Donc déjà, phaser le chantier en plusieurs tranches. Là, typiquement sur ce projet-là, il était prévu en 3 tranches. Et donc, qu'à chaque fois, une fois qu'une tranche elle est terminée, ça veut dire que tous les écrans thermiques de cette tranche-là sont mis en œuvre. Et donc, on a un risque d'arrivée de feu, et même s'il y a le feu à côté, que ça crée des dégâts qui seraient beaucoup moins importants. Ensuite, donc ce qu'on disait, c'était mettre en œuvre les éléments coupe-feu à l'avancement. Les enduits, les plaques, les cloisons coupe-feu, en fait, assez rapidement de les mettre en œuvre, de ne pas créer cette masse globale combustible avant de commencer à intervenir. Bon, là aussi, il y a eu des problématiques d'intempéries, de machin, qui ont fait qu'il y a des choses qui étaient en place, qui ont été enlevées. Enfin, bref, c'est un peu des fois des quantités de malchance.
Et enfin, mettre hors d'air le bâtiment assez rapidement. Première chose, c'est éviter les intrusions, puisque voilà, comme on disait tout à l'heure, l'enquête est en cours, mais a priori, c'est ça le départ de feu, hein, parce que c'est arrivé un samedi et qu'il y avait des caméras, donc a priori, c'est ça le départ de feu. Et enfin, le fait que le bâtiment soit hors d'air, ça va limiter énormément l'amener d'air dans la combustion, et donc la vitesse et la puissance du feu. Donc ça permet que les pompiers ils arrivent à éteindre le feu peut-être avant que ça soit propagé déjà à tout l'établissement. Donc ça, on peut dire que c'est les trois retours qu'on peut dire sur cette expérience qui auraient pu améliorer et éviter cette propagation aussi importante et cette destruction totale. Hein. Pour la conclusion, c'est quand même que là, on a 100% de destruction du bâtiment. Est-ce qu'il y a des questions peut-être par rapport à ça avant que je passe à la suite sur un autre retour d'expérience, phase conception, pardon. Parce que là, on est en plutôt post-sinistre. Non, je pense que tu peux continuer du coup. J'enchaîne. Donc, autre retour d'expérience, là, c'est un projet qui est en cours de conception. Hein. Donc, je vais vous présenter des choses, mais tout n'est pas forcément arrêté puisque le permis est déposé cette semaine. Hein, donc, voilà, mais ça me semblait intéressant parce qu'il y a eu beaucoup de retours là-dessus, et notamment parce qu'il est à Paris et que, du coup, c'est les mêmes interlocuteurs que ceux qui sont intervenus sur le sinistre de Montfermeil. Donc, voilà, plutôt pas mal. Alors, petit aperçu de quoi on parle. On est un projet en 4e, alors qui va certainement repasser en 3e B en lui enlevant un étage, parce que ça devient trop compliqué la 4e, mais ça ne va pas changer grand-chose tout le reste que je vais vous présenter. On est sur des ambitions très élevées, donc avec un B-Bio RE 2020 moins 15%, avec une ambition carbone qui est le niveau RE 2028. Donc assez costaud, ce qui a emmené vers plusieurs choses. Alors, on est en structure poteau-poutre béton, tout de même. Alors ça, c'est aussi lié à la hauteur, hein, parce que plus vous montez haut et plus c'est compliqué de faire de la structure bois d'un point de vue technico-économique, ça devient assez déconnant. Donc, ça nous a semblé plus logique de faire un poteau-poutre béton, de mettre le minimum de béton là où il est vraiment utile, mais quand même de garder la masse et donc plutôt les façades en FOB isolé en paille, toutes les menuiseries en bois. Alors, je vais en parler tout à l'heure, mais regardez un petit peu le dessin ici. Vous voyez quand même pas mal de balcons et on devine du coup à chaque étage qu'il y a bien un recoupement des façades. Et également, autre élément très important, les menuiseries vont de plancher à plancher. Et je vais vous détailler pourquoi c'est important juste après. Voilà, on le revoit également ici sur cette coupe où on voit qu'on a un FOB qui est intégré entre les deux dalles béton. Alors, tout à l'heure, vous disiez, c'est poteau-poutre béton et les dalles, c'est des dalles bois-béton. Alors, évidemment, à mettre en œuvre, ça ne va pas être évident, mais c'est nécessaire pour d'autres raisons qu'on va voir juste après. Alors, on est à Paris, donc on est là pour le coup, on est vraiment soumis à la doctrine des pompiers de Paris. Alors, je sais qu'elle est souvent invoquée à d'autres endroits, mais là, au moins, c'est logique. Cette doctrine, elle a souvent été vue comme étant des empêcheurs de tourner en rond, des trucs, une doctrine anti-bois, etc. Alors que, en fait, quand vous regardez un peu le texte et que vous échangez avec eux, c'est pas du tout le cas. Et finalement, ça, je vous ai mis un extrait de la doctrine où ils disent, bah, déjà, on a commencé par faire un état des lieux de ce qui se pratique ailleurs. Et là, vous avez le résumé dans ce tableau-là. Et ce qu'on peut voir, ce qui est assez criant, c'est qu'en France, on est clairement les plus cool de tous. Puisque là, qu'est-ce que vous voyez, c'est que ce soit l'Allemagne, l'Autriche, le Canada, les États-Unis, qui sont souvent mis en avant comme faisant des très grandes constructions bois, vous voyez que quasi systématiquement, ils ont du sprinklage. Dès que vous êtes sans sprinkler, personne monte au-delà de R+6. Nous, on a des règles pour faire des R+10 sans sprinklage. Et tout va bien. Et simplement, les pompiers de Paris, eux, ce qu'ils disent, c'est OK, 3e famille, donc en gros R+10, hein, je fais un gros smile, mais on peut faire que de la protection passive, donc des écrans thermiques. Mais au-delà, donc en 4e famille, ils demandent à ce qu'il y ait du sprinklage. Ce qui finalement n'est pas extraordinaire par rapport à ce qui se pratique ailleurs. Et vous voyez que même avec sprinklage, ailleurs, on ne monte pas très très haut en fait en construction bois. Alors, il y a toujours, on va toujours vous citer un ou
deux projets, hein, comme en France, on peut citer la Tour Hyperion, des trucs comme ça. On peut toujours avoir un ou deux projets qui sortent du lot, mais en fait, c'est des projets expérimentaux avec des budgets qui n'ont rien à voir avec le commun des mortels. Donc, on ne peut pas les prendre comme exemple absolu de reproduction, quoi. Voilà, c'était la petite introduction quand même pour dire qu'il y avait un peu de bon sens dans tout ça. Et pour continuer, donc leur retour d'expérience à eux déjà, ce qu'ils nous ont dit par rapport à ce projet-là, c'est qu'on est en structure béton, donc de base, on n'est pas soumis à la doctrine, puisque eux, dans la doctrine, c'est le bâtiment en structure bois. Mais tout de même, je vais vous détailler un peu la suite. La problématique des feux couvents. Donc le feu couvant, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, des feux où on serait arrêté, on croirait arrêté, mais en fait, ça continuerait à se propager dans les structures. Là, vous voyez qu'on a des dalles béton traversantes, donc qui interrompent les façades à chaque niveau. Et donc ça, c'est en propagation verticale, on est arrêté. Et en propagation latérale, vu qu'on a des menuiseries toute hauteur, en fait, pareil, le feu ne peut pas passer d'un trumeau à l'autre. Donc, on a finalement des sections de murs totalement isolées des autres sections de murs. Et donc, on a complètement annihilé cette problématique de feu couvant dans ce projet-là. Ensuite, leur autre retour d'expérience, c'est dire que les écrans thermiques en doublage dans les logements ne sont pas durables. Pour deux problématiques. La première, ce sont les percements des occupants, j'allais dire des locataires, mais là, c'est de l'accession, donc ce sera même des propriétaires. Après, ce qui se passe, c'est que vous regardiez n'importe quelle des réglementations incendie, on vous dit toujours qu'on assure la protection incendie par les écrans thermiques dans les doublages, en gros des plaques de plâtre, hein, pour faire simple, avec des règles de percement, pas plus de 100 mm², distance de 40 cm, enfin bref, il y a plein de règles comme ça, que vous pouvez, qui sont un petit peu contraignantes, mais qu'on peut respecter à la construction. Mais une fois livré, vous n'avez plus aucun contrôle là-dessus. Alors les pompiers vous disent, bah, c'est bien joli votre truc, mais en fait, à la vie du bâtiment, nous, ce qu'on voit, ce n'est pas du tout ça. C'est que les gens, ils vont rajouter des meubles télé, ils vont faire des tranchées, des percements, des choses comme ça, qui ne sont pas du tout contrôlées, voire pire, on a des cas de dépose totale, parce qu'en fait, finalement, mettre un lambris, c'est plus cool. Et ça, c'est voilà, eux, c'est du retour vécu, hein. C'est pas de l'expectative, c'est ce qu'ils ont vraiment vu dans des bâtiments. Donc, ça leur pose quand même pas mal de questions, le fait d'assurer la protection incendie par des écrans thermiques de doublage. Ils aimeraient bien que le doublage, ce soit la peau d'habillage uniquement. Si on l'enlève, c'est pas grave, parce que notre protection au feu serait derrière. Et là, on va rentrer dans le domaine qui fait peur. Donc, ensuite, ce qu'ils nous disent, c'est le temps d'intervention, ce qu'ils appellent eau à la lance, c'est-à-dire entre le moment où ils sont appelés et le moment où ils commencent à arroser le feu, il se passe 40 minutes en moyenne à Paris, et c'est les plus rapides de France. Parce que souvent, on cite le temps d'intervention en 6 minutes. En fait, 6 minutes, c'est le premier pompier qui arrive. Mais après, le temps de tout déployer ce qu'il faut déployer, eau à la lance, en moyenne, c'est 40 minutes. Et ce qui va vous faire peur, c'est qu'en fait, peut-être qu'il y en a qui ont déjà fait le lien, en troisième famille, la stabilité au feu, c'est 60 minutes. Donc là, on est en train de dire qu'on est dans un bâtiment d'habitation qui est prévu pour tenir 60 minutes, et on commence à arroser le feu au bout de 40. En moyenne. Donc parfois, ça peut être pire. Et ça va vite, hein, déraper de 10 minutes, ça paraît pas fou, hein. Mais en fait, commencer à arroser au bout de 50, ça commence à être un peu flippant quand même. Sachant que pour couronner le tout, en ERP, on évacue les gens. Donc, à la limite, le bâtiment, il est mort, tant pis. Mais en logement, on n'évacue pas. La doctrine de sécurité en France, c'est qu'en logement, alors évidemment, les gens sinistrés vont sortir, mais c'est tout. On n'évacue pas le bâtiment, et même si on voulait, on ne pourrait pas, puisque les cages d'escalier ne sont pas dimensionnées pour, et que dans les cages d'escalier, il va y avoir des pompiers, des tuyaux et du matériel. Donc en fait, même si on voulait, on ne pourrait pas évacuer 200 ou 300 personnes en un quart d'heure. Donc de toute façon, les gens sont dans les logements. Du coup, là, on commence un petit peu à se dire, oups, il y a un souci. Attention, c'est pas fini, vous allez continuer à avoir peur. Le retour d'expérience après du labo feu du CERIB, qui sont mandatés sur cette opération-là, eux, ce qu'ils disent, c'est que les essais de stabilité au feu, donc on vient de dire qu'on doit être stable au feu 1 heure. Ils disent attention, parce que les essais de stabilité au feu, ils sont pilotés par des courbes de température. C'est-à-dire que l'appareil, il doit faire en sorte que
tous les éléments qu'on va tester, peu importe l'élément qu'on teste, ils soient toujours soumis à la même courbe de température. Or, si l'élément est lui-même combustible, ça veut dire qu'il va participer à l'élévation de température. Donc, pour respecter cette courbe de température, bah, finalement, on va brûler moins de gaz pour respecter la courbe. Donc, ça veut dire que les éléments bois et biosourcés, quand on leur donne une stabilité au feu X, 60 minutes, 30 minutes, machin, en fait, ils ont été soumis à moins de gaz, donc à un incendie moins violent que leur équivalent en matériaux incombustibles. Donc ça, c'est un truc qu'on ne peut pas changer, c'est la norme qui est faite comme ça, mais qui, contrairement à beaucoup d'autres, celle-ci, elle est extrêmement favorable aux biosourcés. Mais elle est favorable, c'est un peu un cadeau empoisonné, parce que ça veut simplement dire que concrètement, si on devait les modéliser avec la même quantité de gaz que quand on fait brûler une paroi de matériaux incombustibles, ça diviserait après par 2 leur résistance réelle. Donc quand vous avez un élément, on vous dit un élément bois, on vous dit il est stable au feu 1 heure. En fait, dans un vrai incendie, il est stable au feu 30 minutes. Vu ce qu'on a vu juste avant, on se dit oups, voilà. Et donc le moyen de parer à ça un peu, c'est de limiter absolument la quantité de bois apparent. Parce que c'est le bois apparent qui va contribuer à l'incendie. Si le bois n'est pas apparent, il ne contribue pas à l'incendie, donc il n'y a pas de problème. Ce qu'on vous donne en stabilité au feu, ça marche. Et ensuite, attention, parce que, alors ça, aussi bien les pompiers que les labos, là, ils savent tous, que le bois, ça continue à perdre ses capacités portantes bien après l'extinction. Et je ne parle pas de feu couvant, même on est totalement éteint, mais simplement l'élévation de température le gradient de température va continuer à progresser jusqu'au cœur des poteaux ou au cœur des dalles bois, et ils vont continuer à perdre de la résistance mécanique. Donc, une fois le feu éteint, de toute façon, on évacue les bâtiments, parce qu'on verra peut-être dans un jour ou deux s'ils sont tombés ou pas. Mais c'est très fréquent que des bâtiments bois ils s'effondrent bien après l'extinction du bâtiment, parce que l'élévation de température au cœur des pièces de bois ne sont pas encore arrivées. Bon, ça, c'est moins grave, on va dire. C'est gérer ça. Et alors, ce que dit la réglementation, alors que vous preniez tous les arrêtés, hein, l'arrêté de 86, 6 octobre 2004, l'IT 249, l'Eurocode 5, et même, bon, le guide, c'est pas de la réglementation, mais c'est de l'illustration de la réglementation, le guide façade bois et propagation du... Non, pardon. Construction bois et propagation du feu par les façades. Systématiquement, on a 2 options. Soit on a un isolant qui est incombustible, auquel cas on a moins besoin de protéger les structures. Soit on a un isolant qui est combustible, qui a priori va être le cas de notre sujet du jour, auquel cas toutes les solutions d'écran thermique sont toujours mises en doublage, donc avec un vide derrière. Exactement ce que les pompiers disent qu'il ne faut pas faire. En réel, quoi. Eux, leur expérience montre que ça, il ne faut pas le faire parce qu'on ne maîtrise pas. Or, toute la réglementation nous dit, c'est comme ça que vous êtes tranquille. Et il n'y a aucune solution décrite par rapport au feu couvant. C'est-à-dire qu'il y a une petite phrase, je crois que c'est dans le CO21, qui dit, alors en l'occurrence pour les ERP, le CO21, qui dit qu'il ne doit pas y avoir de propagation du feu à l'intérieur des structures. Voilà, je ne sais plus exactement la phrase, je ne sais pas si Pierre ou Élodie, vous la connaissez. Mais... Donc ça dit qu'on ne doit pas, mais ça ne dit pas comment. Voilà. Et en conclusion, ce qu'on dit là, c'est qu'on peut faire des bâtiments totalement réglementaires, en COB ou en FOB, où on met en jeu la vie des occupants. Et qu'est-ce qu'on peut faire de ça, finalement? Ça va être de limiter le risque. Alors, prenez dans l'ordre ou pas, en tout cas, les différentes solutions. Donc déjà, limiter le bois apparent. Et là, c'est tous les bois apparents, aussi bien les parquets que les cloisons, que les plafonds, etc. Tout bois apparent va être un élément combustible qui va participer. Alors, il n'y a pas que le bois, d'ailleurs, qui est combustible, mais tous les éléments combustibles vont
aggraver l'intensité du feu intérieur et donc faire qu'on va avoir une stabilité au feu qui va être in fine moins bonne. Ensuite, pardon, juste là-dessus, le retour un peu de ce qui se discute actuellement, parce que la réglementation incendie est en cours de révision, mais ce serait de dire qu'il faudrait moins de 25% des surfaces qui soient de bois apparent. Ce n'est pas quelque chose qui est encore acté, hein, mais c'est pour vous donner un peu l'ordre d'idée. Il peut y avoir des bois apparents ou des matériaux combustibles apparents, mais moins de 25% des surfaces totales. Donc, en prenant les murs, les planchers, les murs intermédiaires, etc. Ensuite, on pourrait avoir une approche où on surdimensionne les structures, parce qu'en bois, c'est une des façons de faire de la tenue au feu, c'est d'avoir des structures qui vont être épaissies. Finalement, pourquoi pas, en troisième famille, mettre des structures dimensionnées pour du 90 minutes au lieu de le faire pour du 60 minutes. La réglementation vous demande 60, rien ne vous empêche de mettre 90. Alors oui, on paye un peu plus cher, mais il faut se rappeler c'est quoi l'enjeu quand même. L'enjeu, c'est d'éviter d'avoir 200 à 300 morts dans un incendie quand même. Ensuite, ne pas compter sur les doublages pour assurer l'écran thermique. Alors même si c'est ce qui est décrit dans toutes les réglementations, on arrive plutôt pas mal en fait à se dire on va l'assurer directement en contact fob-mob. Typiquement, ce serait de dire j'ai mon panneau de contreventement intérieur et tout de suite plaqué dessus, j'ai un BA18. Voilà, donc mon BA18, il va me faire mon écran thermique tout de suite sur mon mob. Et après, j'ai mon doublage avec mes réseaux, avec tout ce que je veux, mon BA13 ou mon lambris ou ce que je veux, intérieur. Et du coup, j'ai intrinsèquement mon mob ou mon fob qui est résistant au feu. Après, il peut y avoir la question justement des sprinklers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas du tout dans la culture française, mais peut-être qu'il va falloir s'y résoudre pour certains bâtiments. Troisième, quatrième famille. Bon, la quatrième famille en bois, c'est quand même très compliqué puisque tous les DTU bois s'arrêtent à 28 mètres. Donc, de toute façon, on est forcément sur des éléments avec avis technique ou ATEX pour être au-dessus. Mais voilà, en tout cas, c'est une solution qui aujourd'hui n'est pas du tout utilisée en France. On se dit, pourquoi pas? Parce que là, si vous avez une extinction immédiate des incendies, bon, là, avoir du bois apparent, c'est pas très grave. Et enfin, il y a donc cette option qui a été développée sur ce projet-là de Chapelle Charbon de valoriser des structures mixtes bois-béton, des structures porteuses béton. Là où il est bon, c'est pour faire du porteur, on met du béton. Et par contre, là où le bois est bon, c'est pour faire des façades légères isolantes, utilisées en façade. Voilà. Alors, ça n'empêche pas ce qu'on a pu se dire sur la masse combustible mobilisable, mais finalement, en respectant un peu tous ces points-là, on voit qu'on limite énormément le risque dans les bâtiments construits. Voilà. Je suis désolé si ça a fait peur à beaucoup, mais c'est la réalité et je pense que c'est important qu'on ne se cache pas derrière notre petit doigt et qu'on sache voilà, quel est le risque réel d'incendie dans des bâtiments bois. Quand même. Donc là, on a quand même pas mal évoqué le sujet sur des bâtiments plusieurs étages, soit d'habitation collective ou qui reçoivent du public. Peut-être pour temporiser sur un projet taille maison individuelle ou des choses comme ça, on est sur enfin, forcément, les enjeux sont pas les mêmes. Si on veut caricaturer sur une maison individuelle, faites ce que vous voulez, il n'y a rien. Il n'y a aucun enjeu de feu de façade. Le seul truc, c'est protéger les isolants combustibles avec un écran thermique 15 minutes. À ma connaissance, c'est tout. Hein, Oui, c'est vrai, on est assez libre en maison individuelle. Ouais. S'il n'y a pas de questions, est-ce qu'il y a des réactions, par exemple, à tout ce qui a été présenté? Ajouter juste aussi en conclusion globale, c'est que les phases provisoires en fait ne sont pas couvertes par les missions de contrôle technique. Donc tout ce qui est humidité phase chantier ou incendie phase chantier, c'est pas quelque chose qu'on intègre nous dans notre analyse de risque et c'est pas quelque chose qui est couvert par notre assurance. Et il faut également se méfier des assurances décennales qui n'incluent pas automatiquement non plus la phase provisoire. Donc, il y a des assurances propres, j'imagine, à la phase chantier qui existe. Donc, bien se renseigner à ces sujets. Des analyses, effectivement, et des missions complémentaires peuvent être confiées, mais de base, les missions de base n'intègrent pas cette phase transitoire.
Ouais, Aymeric, tu veux rebondir sur Ouais, les oui, c'est assurances? vrai que j'avais pas pensé à le dire, mais c'est un très bon, très bonne analyse de ce qu'on pouvait dire aussi sur Montfermeil. C'est qu'en effet, oui, la problématique des feux de chantier, c'est que si on a une entreprise qui est identifiée comme responsable, bon, bah, c'est sa RC Pro qui va prendre. Alors, bon, un dommage à 6 millions, ça pique, hein, mais en tout cas, il y a une assurance responsabilité civile professionnelle du fait que l'action de cette entreprise a créé un dommage. Mais si on a des feux d'accidents accidentels, on n'arrive pas à identifier la cause et ou si c'est criminel, en l'occurrence, là, c'est le cas, a priori, l'enquête est en cours, mais a priori, ce serait le cas de Montfermeil. Bah, le problème, c'est que là, vous n'avez pas d'assurance qui vous couvre contre ça, si ce n'est d'avoir pris une touriste chantier, une TRC. Et donc là, je pense que c'est quand même assez important d'alerter les maîtres d'ouvrage là-dessus et de leur dire prenez des TRC, sachant que ce n'est pas une assurance obligatoire et que vraiment sur des chantiers où il y a des enjeux comme ça, c'est vraiment, vraiment important. Et en termes de responsabilité, peut-être Elodie ou Pierre, vous pouvez répondre à ça, mais comme ce n'est pas le contrôleur technique qui est engagé sur la partie phase chantier, c'est plutôt le SPS en fait. Oui, mais bien que lui, sa mission, c'est quand même la sécurité et la protection des travailleurs principalement. Il peut évidemment donner des conseils sur, comme le disait Pierre, le stockage. S'il y a des permis feu qui sont intégrés au projet, bon, bah, voilà, il va contrôler ce genre de choses. Mais je pense que sa mission en phase provisoire reste quand même assez limitée, quoi. Son référentiel, c'est en effet le code du travail. Donc, si il n'y a pas de. Lui, il veille à la sécurité des travailleurs. Et ben, du coup, s'il n'y a pas d'autres questions, on va clore cette vidéo. Merci beaucoup. Attends, il y a une question là. Il y a il y a une Arthur qui question? demande si la dommage ouvrage ne couvre pas un incendie. Non, puisque la dommage ouvrage, en fait, son domaine d'application, c'est exactement celui de la décennale. Donc, tant qu'il n'y a pas de réception, il n'y a pas de dommage ouvrage. Donc, ouais, il n'y a que la TRC qui peut couvrir ça. Si on peut faire un parallèle avec, tu disais, les petits ouvrages en maison individuelle, il y a beaucoup d'assurances habitation, tout simplement les assurances habitation, que le maître d'ouvrage peut déclencher au moment de l'ouverture du chantier et qui vont faire office de TRC. Alors, bon, on appelle ça tout risque chantier, mais c'est pas forcément tout risque, mais qui vont couvrir ce genre de choses. Donc, les incendies criminels, dommages aux tiers également. Bon, là, c'est un peu complémentaire parce que le fait qu'on ait assuré l'habitation, on va être couvert pour les dommages aux tiers, qui, pour le coup, n'est pas forcément compris dans une TRC. Mais vol, vandalisme, tout ça peut être couvert par simplement les assurances d'habitation que tout un chacun va avoir sur sa maison. La faire commencer dès le début du chantier, regarder les lignes, mais il y a la majorité des assurances aujourd'hui, enfin la majorité peut-être pas en tout cas, beaucoup d'assurances aujourd'hui prévoient ça dans leur contrat. Et... Ok, merci. Du coup, oui, on va clore cette vidéo concepteur. Merci du coup, Elodie, Pierre et Aymeric pour votre intervention et toutes ces infos que vous nous avez transmises. Je remettrai vos coordonnées dans le mail à destination de tous les concepteurs quand la vidéo sera disponible sur la chaîne YouTube des concepteurs Copat. Donc, n'hésitez pas à recontacter nos intervenants. Et puis, merci à tous. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci, au revoir. Merci. Merci, au revoir.